mot dans ce titre que je vais essayer de définir, mais en gros, je vais essayer de faire un exposé pour vous, hein, pour les mathématiciens, en montrant quelques équations, mais je ne peux pas montrer que des équations. Il y a une grande partie qui se base sur des connaissances épidémiologiques ou expérimentales. Donc, je vais commencer par ça. On sait depuis Pasteur quasiment que les maladies respiratoires se transmettent par voie aérienne. Donc, c'est la tuberculose, la grippe, le rhume, les types de SARS, donc le SARS actuel, le SARS-CoV-2 ou le COVID-19, le MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome, qui était très grave, qui se transmet aussi de cette façon. Et alors, il se transmet par voie respiratoire et principalement par gouttelettes émises lors de divers phénomènes. Donc, la simple respiration, même sans parler, la parole. Alors, pour la parole, ça dépend en partie de la force de la voix. Plus vous parlez fort, plus vous émettez. Vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions en cours de route. Je ne suis pas contre les interruptions. Les chants, ça c'est un côté assez particulier, c'est que il se peut que des gouttelettes soient émises par des fines lames de liquide entre les cordes vocales. Donc, si vous chantez, vous pourriez peut-être accélérer la transmission. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a des rassemblements où l'on chante, donc qui serait particulièrement dangereux. La toux, les éternuements. Alors, c'est un peu rangé dans l'ordre de dangerosité, puisque vous allez du haut vers le bas, vous allez vers les phénomènes qui projettent probablement le plus de gouttelettes à la distance la plus grande. Alors, il y a d'autres phénomènes impliquant les gouttelettes. Une gouttelette qui tombe sur une surface, en général, fait ce qu'on appelle un splash, une éclaboussure, donc elle réémet d'autres gouttelettes. Les collisions de gouttes aussi. La rupture des bulles de surface ou l'éclatement des bulles de surface, un phénomène dont je reparlerai plus tard. Donc, tout le monde a vu des bulles à la surface de l'eau, notamment dans les eaux polluées. Hein. Donc, lorsque ces bulles éclatent, elles envoient des gouttes. Lorsqu'on tire une chasse d'eau, alors tout ça c'est connu depuis assez longtemps, mais à des degrés divers. Donc, Pasteur pensait que les pathogènes, les microbes, étaient transmis par les poussières de l'air. Et ce n'est qu'en 1897 que Flügge a démontré que ces pathogènes se trouvent dans des gouttelettes respiratoires. Et c'était encore assez mal interprété. Et en 1930, Wells a introduit la distinction entre des gouttelettes à proprement parler et des objets beaucoup plus petits que les médecins appellent des aérosols ou des germes de gouttes, en anglais droplet nuclei. Alors l'idée, c'est que quand les gouttelettes sont relativement petites, alors la taille est débattue, mais quand elles sont relativement petites, elles s'évaporent et tout ce qui reste, c'est les matières éventuellement solides composant la gouttelette. Toute l'eau est partie et il reste qu'un petit grain de sable ou de sel. C'est important dans plein de domaines parce que, par exemple, les gouttelettes émises par les embruns peuvent également sécher et il reste un petit grain de sel qui part dans la haute atmosphère et qui sert de germe à la formation des nuages. Alors, c'était un peu l'idée sur ces gouttelettes d'aérosols. Et l'idée, c'est que ces aérosols, l'idée un peu, comment dire, subliminale, parce que c'est pas très clair, en tout cas dans ce que j'ai vu, c'est que ces aérosols ne sont pas les plus dangereux, en tout cas pas les plus dangereux pour le Covid, parce qu'ils ne vont pas très loin et quand ils sont complètement desséchés, eh bien, le virus meurt et il n'y a plus rien. Donc, il y avait une pensée, disons, assez particulière à l'époque de Wells sur ces aérosols, mais enfin, néanmoins, Wells avait réussi à montrer que la tuberculose pouvait se propager d'une chambre d'hôpital à l'autre avec des gouttelettes qui passaient ou des aérosols qui passaient par les conduits d'aération. Alors, voilà, aujourd'hui,
Je ne sais pas, Christophe, si tu es dans la salle, parce que je ne vois pas tout le monde. Christophe, parce que, bon, je reproduis sous toute réserve cette image qui m'a été transmise par Christophe Josserand, qu'il a réalisée. Donc, il y a beaucoup d'images de cette sorte réalisées par beaucoup de scientifiques, mais là, ça a été réalisé il y a une semaine près de chez nous, donc j'ai choisi celle-là. Donc, c'est quelqu'un qui éternue. Vous voyez les grosses gouttelettes qui sont émises. On ne voit pas les gouttelettes d'aérosol, on ne voit pas les petites gouttelettes, hein, on va y revenir plus tard. Alors ici, pardon, à gauche, c'est une bulle qui éclate à la surface de l'eau, donc il faut détailler un peu ce que l'on voit. Vous voyez à gauche, en A, vous voyez bubble film, hein, c'est cette ligne supérieure, en fait, c'est une très mince lame de liquide qu'on voit tous les jours dans la vie quotidienne, hein, c'est une très mince lame de liquide qui contient plein de choses, qui contient plein de cochonneries, en fait, plein de saletés. Enfin, il y a un cas où c'est plutôt agréable, c'est que la bulle, en remontant, ramasse toutes les grosses molécules, les virus, etc. Mais dans le cas du champagne, elle transmet tous les arômes, hein, toutes les grosses molécules aromatiques. Donc, si le champagne est agréable à humer, c'est parce que les bulles ont concentré les grosses molécules à la surface du champagne. Bon, ensuite, ce film est très mince, il se vide progressivement et lorsqu'il éclate, eh bien, il produit deux sortes de gouttes, ce qu'on appelle les jet drops, c'est les gouttes centrales, c'est celles qui vous piquent le visage quand vous approchez un Perrier de votre figure ou un Coca, et puis des film drops sont les résidus qui proviennent de ce mince film. Hein. Et donc, ce sont les film drops qui peuvent se dessécher, qui provoquent les germes de gouttes et la nucléation des nuages dans la haute atmosphère. Donc, les film drops sont… alors, pour les mathématiciens et les numériciens, on voit tout de suite le problème, c'est que les film drops sont plus difficiles à calculer que les jet drops. Bon, ensuite, on descend un peu plus bas. Donc, là, c'est… Je suis sûr. Non, j'ai pas le temps. Tu enregistres? C'est lui qui enregistre. Moi, j'enregistre. On verra après, je regarde. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, les autres? Merci. Et donc, en bas, vous voyez des vidéos rapides réalisées autour d'une toilette par Johnson et autres. Et donc, vous voyez deux sortes de trajectoires. Vous voyez ces trajectoires qui sont assez proches de paraboles, ce qu'on appelle les trajectoires balistiques. Et vous voyez cette espèce d'enchevêtrement de fils minces, une espèce de laine de trajectoire fine. Et ça, ce sont des petites gouttes qui, au lieu de suivre la trajectoire balistique, sont emportées par la turbulence de l'air. Donc, elles sont emportées un peu dans tous les sens par la turbulence de l'air. Donc, en dessous d'une certaine taille, ces gouttes vont un peu partout. Ensuite, on peut regarder évidemment leur présence au sol. Donc, vous avez cette image en couleur qui montre leur présence au sol à une distance de 1,5 mètre. Alors, l'article que j'ai lu est assez amusant parce qu'il explique qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'abattant sur les toilettes de base. Donc, voilà, on voit une chose, on a compris à quoi servaient les abattants des toilettes. Alors, maintenant, beaucoup plus dramatique, ça c'est une photo d'un éternuement réalisé par ma collaboratrice donc, avec Lydia Bourouiba du MIT et Daniel Fuster ici à Paris. Nous avons obtenu une ANR Covid pour étudier ce genre de phénomène, une ANR flash Covid, et donc ça s'appelle Nanodrop. Et donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qui arrive aux petites gouttes. Alors, là vous voyez la bouche du personnage est à gauche de la photo. Vous voyez une bouffée qui a été visualisée par un générateur de fumée. Donc, on mélange la fumée avec l'éternuement pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Donc, la fumée, ce n'est pas des gouttes. Hein, le blanc, c'est un traçage de la trajectoire de l'éternuement. Vous voyez que ça va jusqu'à 8 mètres. Donc, c'est gigantesque. Donc, voilà, si vous êtes dans la rue… en principe, ouais, c'est plus prudent d'être à 10 mètres des gens. Je ne sais pas comment on peut réaliser ça, mais voilà. Et ce que vous voyez en bas, ici à gauche, ce sont les grosses gouttes.
celles qui, selon moi, sont plus grandes que 100 microns. Alors, vous pouvez calculer la vitesse de chute d'une goutte. Et donc, ça vous donne un peu les tailles de gouttes qui vont tomber et quand. Et vous pouvez en fait avoir une expression qui va vous dire les gouttes les plus grosses tombent ici à gauche et les gouttes de taille intermédiaire vont tomber un peu plus loin. En fait, ils ont même un modèle. Bourguiba et Bush ont un modèle de l'épluchage, en gros, de la bouffée turbulente. Alors, on peut aussi faire une vidéo. Alors, je ne sais pas si la vidéo, vous allez la voir. Est-ce que vous pouvez éventuellement cliquer ou je vais essayer de faire un nouveau partage. La vidéo ne démarre pas. Voilà, la vidéo va démarrer. Alors, je vais faire un nouveau partage. Voilà, je pense que c'est là. Vous voyez ou pas? Non, on ne voit pas. Bon, ben, je vais recommencer le partage. Et là, vous voyez. Ah, là, ça commence. Oui, oui. Voilà. Vas-y, c'est bon. Ouais. Bon, alors, vous allez voir vous voyez l'éternuement. Voilà. Alors, vous voyez que les espèces de groupes de gouttes qui partent, et là, on est à l'échelle de 50 cm, on n'est plus à l'échelle des 8 mètres. Et donc là, vous allez voir à l'échelle de 1 mètre. Vous voyez le cône de gouttes émise. Voilà. Et enfin, je pense que l'étape finale est à la grande échelle. Voilà. Et donc, vous voyez une espèce de bouffée turbulente. On appelle ça un puff en anglais. Ça pourrait être lié à ce qu'on appelle le vortex de Hill. Donc, c'est une solution typique de la mécanique des fluides qui donne une espèce de tourbillon de rond de fumée. En fait, c'est le modèle mathématique du rond de fumée. Alors, je vais revenir à mon exposé. Est-ce que vous voyez mon exposé maintenant? Non. Oui. Alors, voilà. C'est bon. Okay. Donc, maintenant, j'ai plusieurs fenêtres là qui s'ouvrent. Donc, vous voyez à l'emplacement de la flèche les grosses gouttes qui tombent. Et cette image donc, est tirée d'un article qui est paru dans JAMA il y a un mois. Ce que Bourguiba montre aussi dans son étude de ces bouffées provenant des éternuements, c'est que la bouffée a une certaine force d'Archimède. Une force d'Archimède vers le haut parce qu'elle est légèrement plus chaude que l'air ambiant. Et donc, elle remonte par convection naturelle vers le haut et ça peut l'aider à être aspiré par les systèmes de ventilation, de conditionnement d'air. Et donc, ça peut malheureusement provoquer la diffusion du virus dans tout l'hôpital par les systèmes de climatisation. Alors, maintenant, là, je vous montre un instantané d'un éternuement. Ce n'est plus un film comme avec une espèce de moyennisation comme tout à l'heure, mais ce sont des images instantanées. La série d'images du haut est une série d'images prises de côté. Donc, vous voyez le nez et la bouche de la personne. Et la série d'images du bas est prise vue d'en haut. Et donc, vue d'en haut, vous avez peut-être aussi le nez, je pense, de la personne que vous voyez. Alors, vous avez 3 séries d'images. Les premières images vous montrent les premiers instants de l'éternuement. Vous avez, en fait, c'est peut-être un peu, c'est difficile à voir, mais l'idée, c'est que vous avez une série d'espèces de feuilles. Vous avez des feuilles liquides avec des bords épais. Donc, les structures sombres que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle des ligaments ou des bourrelets de bout de nappe. Et puis, à l'intérieur de ces arcs de cercle, vous avez des nappes liquides qui ne sont pas visibles. À droite, vous avez encore des nappes liquides, mais vous avez surtout des ligaments. Et à
et à l'extrémité droite, vous avez ce qu'on appelle le phénomène des perles sur fil, beads on string. C'est un phénomène caractéristique des liquides non newtoniens. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un liquide non newtonien, ben, vous prenez un peu de salive, et là, vous ne pouvez pas le voir, mais entre mes doigts, il y a un fil liquide qui est beaucoup plus mince qu'un film d'eau pure. Hein. C'est le caractère non newtonien qui provoque ces fils extrêmement minces. Et donc ensuite, ces fils même extrêmement minces vont finir par se casser et les gouttes vont partir dans l'environnement. Alors, première question mathématico-physique que je peux poser ici, c'est quelle est la taille de ces gouttes? Alors, la réponse ne peut pas être déterministe, elle peut être que statistique, sous une forme de distribution de probabilité de taille de goutte. Et la réponse peut être difficilement donnée par les observations, parce que les observations sont difficiles aux petites tailles. Donc, encore aujourd'hui, il y a un travail qui fait référence, c'est le travail de Duguid de 1946, qui, dans son article, dit qu'il ne peut pas mesurer avec confiance des gouttes plus petites que 10 microns. Les dysdromètres, eux, sont limités à 100 microns. Un dysdromètre, c'est un appareil de mesure de gouttes que vous trouvez commercialement. Vous pouvez taper dysdromètre et on va vous en vendre. Ça sert en météo, ça sert à mesurer la taille des gouttes de pluie, ça sert à d'autres choses aussi. Les mesures auxquelles j'ai participé dans les divers ANR, etc., avec de Cartelier et Matas à Grenoble, étaient limitées à 20 microns par une mesure optique spécifique, par une sonde optique spécifique. Il y a des mesures par imagerie. Donc, si vous faites une image très nette d'un champ de gouttes, en théorie, vous pourriez descendre à 1 micron parce que c'est la longueur d'onde de la lumière, mais je n'ai jamais vu ça réalisé. Donc, je ne suis pas expérimentateur, mais c'est vraiment difficile à mesurer. Voyez, voilà les mesures de Duguid de 1946, reproduites par Brouillard et compagnie. Et là, vous voyez qu'on publie des gouttes à 2, 4, 8 microns, mais que Duguid lui-même dit ne pas être fiable. Donc, il faut placer un interdit sur les gouttes plus petites que 10 microns. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas combien de gouttes plus petites que 10 microns on a. Alors, deuxième question mathématico-physique sur laquelle je m'attendrai beaucoup moins, c'est quel est l'effet de l'évaporation et de la condensation. Les auteurs anciens, c'est-à-dire avant, disons, 2010, considèrent que les petites gouttes proviennent de l'évaporation des plus grosses gouttes. Au moment où vous éternuez, ben, vous produisez très rapidement des grosses gouttes qui elles-mêmes s'évaporent très rapidement. Vous avez relativement peu de petites gouttes et elles ne vont pas très loin. Alors, donc là, finalement, on trouve qu'il y a beaucoup plus de petites gouttes que ce qu'on aurait pu attendre dans cette image classique d'évaporation. Un deuxième effet critique de l'évaporation, c'est qu'on sait, par des études épidémiologiques qui ont été faites par les Chinois au tout début de l'épidémie de Covid, que le climat influe sur la dynamique. Donc, en gros, plus il fait sec, donc là, j'ai mis plus ou moins sec, plus ou moins humide, ça n'a pas de sens, c'est plus ou moins chaud, plus ou moins humide. Plus le climat est chaud et humide, moins le virus se propage. Mais on ne comprend pas très bien l'effet de l'humidité. On peut comprendre l'effet de la chaleur, peut-être que le virus se dessèche complètement et que les virus secs finissent par mourir. Mais on ne comprend pas bien l'effet de l'humidité. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est à partir d'une goutte, en résolvant l'équation de Navier-Stokes, l'équation de la chaleur et l'équation de la diffusion de la vapeur d'eau, on peut prédire à quelle vitesse une goutte va soit s'évaporer, soit au contraire croître par condensation. Alors, donc voilà, je reviens à la première question. Hein, quelle est la taille des gouttes? Alors, la proposition donc, qui est à la base de nos projets de recherche, c'est que si on résout, si on résout les équations de Navier-Stokes, eh bien, on peut prédire la taille des gouttes. Donc, les équations de Navier-Stokes, je les ai écrites ici. C'est des équations classiques. Peut-être que la partie avec les gens sont moins familiers, c'est que le tenseur
deux UV discontinus, et il y a une masse de Dirac, delta S, devant le terme de tension de surface, sigma kappa delta SM. Donc ce terme-là est le plus difficile à calculer, en gros, dans ces équations. La densité est variable aussi, la masse volumique ρ est discontinue, donc c'est aussi une discontinuité un peu difficile. On considère des écoulements incompressibles, mais on pourrait aussi considérer des écoulements compressibles. Alors, après, on a des interfaces entre les liquides et l'air, entre le liquide mucosalivaire et l'air. Il y a deux façons de décrire l'évolution des interfaces. L'une est une description géométrique. C'est une courbe qui se déplace à la vitesse vs. La deuxième est une expression implicite, donc avec une fonction qui définit la surface implicitement, soit une fonction discontinue qui mène à la formulation dite volume of fluid, VOF, soit une fonction lisse qui mène à la formulation level 7. Donc, la résolution de cette équation progresse à une vitesse phénoménale. En 2004, on pouvait faire 5 millions de points de grille. En 2010, 6 milliards. En 2016, on arrive à 64 milliards de points de grille, mais en un temps 1000 fois plus court. Donc ça, c'est le travail de Stéphane Popinet dans notre laboratoire. Donc, avec le code libre Basilis que vous pouvez consulter. Donc, ça donne cette image là en bas à droite. Et, normalement, on fait de façon routinière ce finissage. Alors, on compare ça à des expériences. Donc, ça, c'est l'expérience de Grenoble. J'ai déjà dit un mot de Cartelier et Matas. Ils ont, avec, par le passé, Emile Hopfinger, Emmanuel Villermo, Juan Lacheras et d'autres. Ils ont établi ce système à deux courants, un courant de gaz dans la partie supérieure, un courant d'eau à la partie inférieure. On illumine avec des nappes laser. On sépare le courant de gaz du courant d'eau dans cette image détaillée par une petite lame séparatrice de 150 microns. Et on observe la formation de gouttes à la sortie. On voit d'abord cette espèce de structure en vert foncé, c'est une structure de nappe. Donc, on peut faire un petit détail. Donc, on voit un écoulement quasi 2D, avec du gaz et du liquide, et des gros tourbillons qui apparaissent, qui sont qu'on appelle des rouleaux de Kelvin-Helmholtz. On appelle ça aussi une couche de mélange. Et on voit des structures en liquide qui apparaissent. Donc, pour l'instant, on ne voit pas ça en détail. Pour l'analyser, on a, en fait, il y a quelques années, avec Greta Tryggvason, Stanley Ling, Daniel Fuster, Rubens Cardovelli et beaucoup d'autres, on a créé un nouveau code qui s'appelle Paris Simulator, donc, qui parallélise assez facilement, qui permet de traiter de toutes sortes de conditions. On a décidé à l'époque d'utiliser des données synthétiques, c'est-à-dire on ne simule pas une expérience précise, mais on simule un cas avec des conditions de physique plus faciles à simuler, dans le but d'essayer d'obtenir une convergence, de démontrer que quand on raffine la maille, on obtient la convergence du code. Donc voici ces conditions simulées. Ça correspond à, si vous voulez, à de l'air à haute pression, de l'air à 50 fois la pression atmosphérique. Donc ça donne ces conditions-là. La viscosité aussi est plus élevée, de nouveau pour les questions de facilité numérique, mais pas beaucoup. Ensuite, vous avez une tension de surface qui est de l'ordre de la tension de surface attendue et des couches limites et des couches qui sont dans l'ordre de grandeur de l'expérience. Ça n'a pas trop d'importance. Et vous voyez en bas l'écoulement qui se développe. Vous voyez une couche de mélange gaz-gaz avec ces gros tourbillons bleus, une couche de mélange liquide-gaz avec la nappe liquide et des tourbillons beaucoup plus petits, une espèce de turbulence de couche limite ou de turbulence de sillage. Ces nappes se cassent et provoquent l'apparition des gouttes. Donc, évidemment, le but de l'étude, c'est d'analyser la formation de ces gouttelettes et leur taille. Alors, ici, c'est les paramètres du cas A20
en termes de nombre sans dimension. Donc, une grande partie de ces recherches était motivée par l'aérospatiale. En fait, au départ, il y a très longtemps, ces recherches étaient motivées par la fusée Ariane. Elles sont toujours motivées par les moteurs cryogéniques des engins spatiaux. Elles sont aussi motivées par d'autres considérations aérospatiales et des considérations plus terre-à-terre. En fait, dans toutes sortes de dispositifs de combustion, de brûleurs, vous avez l'apparition de ce type de gouttelettes. Mais vous avez aussi des applications en médecine, en agriculture. Là, l'application dont on parle, le Covid, évidemment, tout à fait nouvelle. Et jusqu'à présent, on ne s'y intéressait pas trop. C'est-à-dire que la dynamique de l'éternuement, ça paraissait être un objet d'étude tout à fait anecdotique, même à peu près au même niveau que l'étude mécanico-mathématique des crottes-de-nez. Hein. Je ne rigole pas. Hein. Il y a des gens qui ont étudié les crottes-de-nez. Hein. Ça arrive. Mais je vous en parlerai peut-être s'il nous reste du temps à la fin. Donc voilà les mailles qu'on a étudiées, que l'on a utilisées pour essayer d'obtenir la convergence du calcul. Donc on va de 25 microns jusqu'à 3 microns. On a 4 milliards de mailles sur la grille la plus fine, la grille M3. On a un temps CPU total de 20 millions d'heures qui a été dépensé grâce à une allocation prix. Et donc voilà les résultats. Donc vous voyez de nouveau la couche de mélange gaz-gaz avec les gros tourbillons qui sont en rouge cette fois-ci. Et puis vous voyez toute la zoologie de la turbulence, les tourbillons en fer à cheval, la couche limite turbulente, les interactions ondes-tourbillons, le sillage turbulent. Et donc la couleur ici vous donne le signe de la rotation des tourbillons. Et vous avez donc ce qu'on conclut de cette image, c'est qu'on voit que notre calcul reproduit la turbulence ordinaire et en plus les déformations de la nappe. Alors là, je vais vous montrer un film donc, en direct sur la présentation PowerPoint. Donc, normalement, vous devriez le voir. Hein. Vous me dites si ça passe pas bien. C'est bien. Voilà, donc vous voyez ces nappes qui se forment progressivement et qui se cassent. Donc, et on voit aussi cette espèce d'agitation de la surface. C'est ce qu'on appelle l'empreinte de la turbulence. C'est-à-dire c'est la turbulence que vous avez vue tout à l'heure en couleur qui fait fluctuer l'interface. Et donc, ça nous donne une information précieuse sur, par exemple, la propagation d'informations. En fait, l'information remonte l'écoulement et ça permet de synchroniser les ondes les unes avec les autres. Donc, ça a une importance considérable. On peut s'intéresser à la dynamique du tourbillon. Donc, dans ces coupes en haut, vous voyez de nouveau les tourbillons gaz-gaz en bleu mauve et les tourbillons liquide-gaz en ocre rouge. Donc, c'est ces tourbillons ocre rouge qui fabriquent la plus grande partie du tourbillon. Donc, la dynamique du tourbillon est très importante parce qu'elle est assez facile à comprendre et elle détermine une grande partie de la dynamique. Vous voyez la formation de la nappe. Donc, vous avez les premières étapes de la formation d'une nappe. Vous voyez la nappe ici, avec au bout, vous avez un petit gonflement au bout, ça s'appelle le bourrelet de bout de nappe. Et voilà peut-être ce qu'on a tiré de plus d'utile de cette simulation, c'est une vision précise. Alors, la couleur représente la vitesse de l'écoulement à la surface, une vision précise de deux mécanismes de formation de gouttes, le mécanisme A dans la série du haut qui est l'apparition d'une goutte à partir du bourrelet de bout de nappe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le bourrelet de bout de nappe qui ressemble remarquablement à ce qu'on voit dans les expériences. Ici, vous voyez d'autres bourrelets qui se sont transformés en doigts. Donc, on sait que ces bourrelets se transforment en doigts. Là, vous voyez une transformation du bourrelet en doigt. Vous voyez qu'il y a cette grosse goutte rouge là. Le bourrelet s'étire et finalement, il va devenir un très long filament ou ligament. On les appelle des ligaments. En bas, vous avez un autre mécanisme de formation de ligament. Vous avez des trous qui apparaissent dans ces zones-là. Donc, vous avez le trou qui apparaît et le trou s'élargit et finit par donner des ligaments. Alors, ce qui est remarquable à propos de cette formation de trous, c'est que on la connaissait vaguement,
mais c'est vraiment ma collaboratrice dans l'AMR Covid, Lydia Bourouiba, qui a vraiment fait des progrès considérables dans l'analyse expérimentale de la formation des trous. Et je vous en dirai quelques mots un peu tout à l'heure. Donc, la formation des trous, c'est la nouvelle tarte à la crème de l'atomisation. Mais vraiment, on ne savait pas du tout que ça pouvait avoir une influence sur la santé publique. Et donc, pourquoi j'arrive pas à avancer? Voilà. Et donc, voilà le devenir du ligament. Le ligament qu'on a vu tout à l'heure, il se casse en gouttes. Donc, la grosse goutte rouge à droite est de l'ordre de 500 microns. Les gouttes à côté sont de l'ordre de 50 microns. Et on regarde les distributions de probabilité et taille de gouttes. Donc là, je vais passer un peu plus vite parce qu'il y a énormément de données, donc je n'ai pas le temps de vous détailler absolument tout, mais vous avez les distributions de taille de gouttes des 4 grilles, M0, M1, M2 et M3. Vous avez en dessous une étude statistique. On augmente le nombre de gouttes et on regarde à quelle vitesse on converge statistiquement vers la distribution. Et à droite, vous avez la superposition des 4 grilles. Donc la superposition à droite en G n'a pas l'air parfaite. Mais si on recommence l'étude de la distribution, eh bien on voit de la convergence distribution, on voit qu'on a une convergence vers une distribution log normale pour la grille M3. Donc j'ai donné la formule de la distribution log normale. Donc la distribution log normale, c'est une distribution gaussienne, mais pour une variable transformée qui est le logarithme de la taille D. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, si on a une distribution log normale très étendue, disons avec une très vaste gamme, avec une variance très forte, eh bien, elle devient une distribution en 1 sur D. Ça devient une distribution que moi j'appelle de Pareto, même je ne suis pas sûr que ce soit la nomenclature exacte, mais la distribution de Pareto qu'on trouve dans plein de choses, dans la distribution des salaires des gens, des patrimoines, des nombres de publications des scientifiques, la distribution de Pareto en 1 sur D. Oui, je ne sais pas si vous savez, mais notre nombre de publications à nous, les scientifiques, est distribué en 1 sur D, en 1 sur N plutôt. Le N est le nombre d'articles qu'on publie par an. Et donc, c'est très étonnant, mais voilà. Et donc, une distribution de Pareto pour les tailles des gouttes, ça voudrait dire qu'il y a autant de gouttes qui se font entre 100 nanomètres et 1 micron qu'il y a de gouttes qui font entre 1 micron et 10 microns, et ainsi de suite. Donc, en fait, dans chaque décade de taille de goutte, il y a autant de gouttes. Donc, s'il y a 10 gouttes de 1 micron, il y a 10 gouttes de 1 nanomètre, et ainsi de suite. Donc, c'est assez stupéfiant. Et ça vous montre le nombre très important de petites gouttes qu'il peut y avoir. C'est aussi un nombre important de grosses gouttes. Cette distribution est singulière. La distribution de Pareto est singulière à la fois aux petites échelles et aux grandes échelles. Et, mais ici, on n'a pas trouvé cette distribution de Pareto parce que dans ce cas particulier, on a trouvé une variance assez petite et on trouve un écart type sigma qui est assez petit. Et on ne sait pas si c'est dû à des limitations de nos capacités numériques, c'est-à-dire que si on faisait des écoulements plus violents, on aurait des distributions encore plus grandes ou pas. Ici, voilà le résultat des expériences de Grenoble, de Cartelier et Matas. Ils trouvent de nouveau des distributions log normales. Et en fait, on les a comparées à des distributions gamma parce qu'il y a d'autres théoriciens comme Villermo qui ont affirmé que les distributions devraient plutôt être des distributions gamma. Donc là, gamma, ça ne marche pas du tout. Log normal, ça marche bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est limité à des gouttes au-dessus de 20 microns. Donc, on n'a pas la réponse pour les plus petites gouttes. Il y a d'autres numériciens qui ont fait ça, comme Marcus Hermann, en utilisant des level 7. Donc, lui aussi, il trouve des distributions log normales. Là, dans les variables utilisées dans ce graphe, une parabole signifie que vous avez une distribution log normale dans les variables logarithmiques utilisées dans ce graphe. Alors, un autre type d'écoulement qu'on a fait, c'est cet écoulement-là. C'est très bête, c'est beaucoup plus simple que la théorisation. On prend un liquide léger qu'on met dans le fond d'un cube. Alors, on ne peut pas le faire expérimentalement très facilement, mais on l'a fait numériquement. On prend un cube de liquide léger dans un liquide plus lourd et on le voit remonter et ça donne ça. Donc, voilà, ça atomise, ça nous évite toutes sortes de problèmes avec l'entrée et la sortie des fluides. Les calculs sont peut-être plus faciles. Je dis peut-être parce que de nouveau, on a utilisé
Alors cette fois-ci, 30 millions d'heures de calcul, mais c'était fait par les gens de l'ONERA. On trouve de nouveau une distribution de taille de goutte et de nouveau une parabole serait une distribution log normale. Mais alors là, on voit rien, il n'y en a pas assez de résolution, on n'a pas assez de gouttes. On voit tout ce qu'on pourrait voir, c'est la distribution de Pareto. Dans ce cas, dans ces variables, la distribution de Pareto serait une ligne horizontale, donc n proportionnelle à A sur R. Et A est une longueur qui ici est de l'ordre de la taille de la boîte, qui est de l'ordre du mètre. Donc, mais ça donne quand même une idée que la distribution de Pareto est quelque chose d'assez répandu. Alors, on fait d'autres types de calculs. On utilise, vous avez vu qu'une des étapes, c'est la formation de ligaments, de tubes de liquide. Donc, on fait des calculs spécifiques. Donc, ça, c'est des calculs qui ont été faits cette année, hein, depuis un an, par Sagar Pal, qui est doctorant au laboratoire, sous ma direction et celle de Daniel Fuster. Et donc, on lui a dit de faire des ligaments, parce que ça nous intéressait. À l'époque, ce n'était pas du tout pour le Covid. Et on met ce qu'on appelle des corrugations, on met une perturbation initiale d'un ligament parfaitement cylindrique. Alors, les nombres qui caractérisent l'écoulement, les nombres sans dimension, c'est le nombre de Ohnesorg. Donc, c'est un nombre qui est proportionnel à l'inverse de la viscosité. Ça mesure le caractère plus ou moins visqueux de l'écoulement. Moi, j'ai perdu mon écran. Attendez, j'ai perdu mon écran. Voilà, j'ai retrouvé mon écran. Est-ce que vous avez toujours le partage? Allô, Yvon? Oui, toujours, ça va. Ok, donc voilà, donc je reviens en arrière. Donc, vous avez le nombre de Ohnesorg qui caractérise la viscosité de l'écoulement. Hein. Donc, en fait, ici, on a pris des nombres de Ohnesorg qui correspondaient à de l'eau. C'est très facile de prendre des nombres de Ohnesorg plus petits qui correspondraient à des fluides plus visqueux, comme le fluide mucosalivaire. Cependant, j'avertis que pour des fluides mucosalivaires, il faudrait en fait prendre des rhéologies non newtoniennes. Il faudrait modifier les équations de Navier-Stokes telles que je les ai écrites pour modifier la relation entre le tenseur de contrainte et la déformation. Alors ça, on sait le faire, mais j'en parlerai un peu plus tard. Alors ensuite, il faut prendre comme nombre sans dimension le rapport d'allongement, c'est le rapport entre la longueur et le diamètre du ligament. En gros, plus le rapport d'allongement est long, plus on va fabriquer de gouttes. Hein. Ça ne changera pas énormément les choses. Et l'amplitude des corrugations initiales. Alors voilà une séquence de simulation. Alors à gauche, vous avez la simulation 3D complète. Vous voyez que vous obtenez des gouttes un peu elliptiques, un peu en travers. Et vous avez une chose assez importante, c'est ces gouttes, ce qu'on appelle les gouttes satellites. C'est-à-dire qu'il se forme des ligaments très minces et au milieu de ces ligaments, vous avez les gouttes satellites. Et à droite, vous avez le même calcul dans les mêmes conditions, mais avec des conditions axisymétriques. Donc ça nous rassure. En gros, on obtient à peu près la même distribution de taille de goutte, axisymétrique ou pas. Et voilà le résultat en termes de distribution de taille de goutte. Donc, il me reste combien de temps? Ça va. Donc, on a testé plusieurs distributions et on a testé aussi la qualité de la statistique. Donc, dans l'encart en haut à droite, vous voyez ce qui se passe quand on augmente le nombre de tailles de gouttes dans l'ensemble. Donc, on arrive à des tailles de gouttes gigantesques. En tout, Sagar a obtenu 5 millions de gouttes. Et les meilleures expériences qu'on a pu voir avaient des dizaines de milliers de gouttes. Donc, bon, pour un physicien, théoricien ou numéricien, disons que c'est une petite revanche sur les expérimentateurs qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on fait n'importe quoi. Donc, au moins, statistiquement, on a plus de puissance statistique qu'eux. Alors, peut-être que je suis trop dans un esprit de controverse, mais pour ceux qui savent, ça vient du fait que peut-être que les expérimentateurs nous ont trop dit que si vous ne trouviez pas de distribution gamma, c'est que vos expériences ou vos calculs étaient faux. Nous, on ne trouve pas de distribution de gamma, on est désolé. Hein, la gamma est bien moins bonne que la gaussienne dans ce cas-là.
Et en fait, on a même une théorie qui donne un peu autre chose qu'une gaussienne, quelque chose qui est une espèce de gaussienne modifiée. Bon, donc on trouve, pour conclure, on trouve à peu près une gaussienne. Alors, ça ne nous dit pas ce qui se passe pour les petites gouttes, parce que vous avez une petite bosse ici, peut-être si vous la voyez bien, une petite bosse verte à gauche, et ça vient des gouttes satellites qui nous donnent une population de plus petites gouttes. Alors, je récapitule maintenant et j'essaie d'expliquer comment est-ce qu'on pourrait trouver une distribution pour l'éternuement, ou pour tout processus d'atomisation d'ailleurs. La distribution s'obtient par une superposition de processus. Vous avez 5 processus. Là, ce qu'on appelle l'instabilité primaire, c'est-à-dire c'est le phénomène de croissance des perturbations à partir d'une solution simple de Navier-Stokes, ça parle de la solution juste de 2 écoulements superposés. Vous avez apparition d'ondulation, ça c'est l'étape 1. Ensuite, vous avez la formation des nappes, ce qu'on a vu dans les vidéos, etc. Vous avez ces nappes qui se forment, on ne les voit pas bien dans les images de Lydia Bourriba, mais on les voit bien dans les simulations. Puis vous avez des trous dans les nappes, donc ça c'est une expérience complètement différente de Torodsen, où on voit très très bien la formation d'un trou, et vous voyez la vitesse d'élargissement du trou, ici, qui est assez importante. Enfin, pas importante au sens où elle est rapide, mais importante au sens où la vitesse d'élargissement du trou nous donne des informations sur l'épaisseur de la nappe. Plus la nappe est mince, plus le trou s'élargit rapidement. Donc on sait en fait quelle est l'épaisseur des nappes grâce à ça. Ensuite, vous avez la formation des bourrelets d'extrémité, ce qui s'appelle le end rim en anglais, qui porte les noms de J.I. Taylor et de le bourrelet de Taylor-Kulik. Donc ici, j'ai montré un cas, on le voit très bien. En fait, il peut être plus irrégulier. Donc 2B, vous avez formation de bourrelets d'extrémité. 3, vous avez formation des ligaments. Alors, il faut voir que les ligaments viennent de 2 sources. Ils viennent des trous comme des bourrelets d'extrémité. Et finalement, 4, vous avez la rupture des ligaments. Là, j'ai remontré la simulation de tout à l'heure. Alors, une partie importante du processus peut être examinée par l'interaction d'une goutte avec une onde de choc. Donc, bonjour Florence, je ne sais pas si tu es là. Donc, Florence a fait cet article avec moi sur ce qu'on appelle la fragmentation des gouttes. Et voilà les images de Florence. Donc, on a traité toutes sortes de cas pour la formation plutôt l'aplatissement d'une goutte par une onde de choc. Alors, je simplifie, ce n'est pas une vraie onde de choc, c'est une fausse onde de choc, mais ce n'est pas très important. Et vous voyez que lorsque les gouttes s'aplatissent, elles forment ces structures, par exemple ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, on a des structures qui une espèce de ballon. Donc, on a des structures très très minces, et puis avant un pof, il se forme un trou et ça casse. Alors, vous aurez sûrement remarqué que ce n'est pas possible de former un trou physiquement dans une simulation numérique. Et en fait, c'est vrai, effectivement, les trous ne sont pas formés physiquement. Ils se forment lorsque l'épaisseur de la nappe numérique atteint la taille du maillage. Et donc, les flèches bleues ici que Florence a indiquées, ces flèches indiquent le moment de la formation du trou. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et la formation de la nappe et du trou, eh bien, elle est identique à celle qui se produirait dans une véritable atomisation. Qualitativement, c'est le même phénomène, d'où l'intérêt de cette étude détaillée de l'atomisation d'une nappe. Donc, je reviens à l'image générale. À l'issue de toutes ces étapes que l'on peut étudier plus ou moins en détail, on a une distribution finale qui va être une convolution des distributions de ligaments. Donc, ça sera une expression un peu de ce genre. La distribution finale PC, c'est une convolution de la distribution PL des tailles de gouttes pour un ligament donné, de la probabilité d'avoir un ligament de rayon initial H0, de la longueur de ce ligament et du temps pendant lequel le ligament occupe ce rayon, parce que vous avez des structures comme les end rims, comme les bourrelets d'extrémité, qui survivent, qui continuent à émettre des gouttes tout en continuant à survivre. Donc, ils ont un temps de vie assez long pendant lequel ils continuent à émettre des gouttes. Et en fait, cette superposition, elle a été réalisée dans un cas particulier d'impact de gouttes par Bourriba, de nouveau. Alors, malheureusement, ce n'est pas publié, donc ils ont une expression, et ça ressemble beaucoup à une log normale, mais avec ça ne va pas vers une distribution de Pareto, c'est une log normale avec un 1 sur d carré.
Donc, ça donne une idée de ce qu'on pourrait obtenir. Mais en fait, pour obtenir ça, il y a un ingrédient essentiel qui est l'épaisseur de la nappe au moment de la formation du trou. On ne peut pas se contenter de dire que le trou se forme quand on atteint la taille de la maille, bien sûr, et on voudrait savoir physiquement, expérimentalement, comment se forme le trou. Donc, il faut se pencher sur le mécanisme de formation des trous. Alors, voilà une idée du mécanisme de formation des trous. Donc, ce que vous voyez ici en gros bleu, là, c'est un bout de nappe liquide. Et alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui forme le trou dans cette nappe? Il peut y avoir des gradients S sigma, c'est la force de Marangoni. Hein, si la tension de surface a un gradient, donc si vous avez plus de tension ici que là, ben, c'est comme un gradient de pression, c'est une force. Hein. Donc, c'est une force de surface, une force qui n'existe que sur la surface, qui est tangente à la surface, donc il va faire rapidement s'écarter ou se concentrer la surface. Donc, ça peut créer des plis, au contraire des écarts de la surface qui provoquent rapidement la formation d'un trou. Donc, ça, c'est l'une des théories de formation des trous dans les nappes. Alors, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des fluctuations de température. La source probable de ces forces de Marangoni, c'est les fluctuations de température. Il faut des fluctuations de température qui soient assez rapides et importantes pour contrebalancer les forces visqueuses et d'inertie de la nappe. Alors, moi, je doute, mais je n'ai pas vraiment de données précises pour l'affirmer. Non, vous avez un autre mécanisme, c'est les bulles d'air ou de gaz. Donc, vous pouvez facilement capturer des bulles d'air dans les fluides parce que les fluides sont en fait constamment mélangés. Donc, si vous faites une expérience, par exemple, avec de l'eau du robinet, vous êtes certain d'avoir des petites bulles. Vous avez des particules solides. Vous pouvez même avoir des bactéries ou des virus. Donc, ça, je vais en parler dans le transparent suivant. Alors, voici une image d'expérience de rupture d'éclatement de bulles réalisée de nouveau par Borouiba. Donc, vous avez la bulle initiale, le trou initial qui se trouve ici en bas et qui s'élargit. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'élargit, le bourrelet ici sur le bord du trou commence à émettre des ligaments et des gouttelettes. Et vous avez finalement ce phénomène d'atomisation. Et en fait, le phénomène est contrôlé par l'épaisseur de la nappe au moment de la formation du trou. Mais l'épaisseur de la nappe varie avec le temps parce que, en fait, vous avez de l'évaporation, vous avez ce qu'on appelle le drainage, c'est-à-dire que vous avez par gravité une partie du liquide dans la nappe va tomber. Et vous avez aussi un écoulement de remplissage parce qu'à cause des gradients de tension de surface, le gradient de tension de surface fait remonter le liquide. Le gradient de tension de surface ne fait pas que des trous, il fait remonter le liquide. En fait, c'est un phénomène qui est assez connu parce que c'est aussi ce phénomène de remontée, c'est ce qui provoque les larmes du vin. Alors, il y a une vidéo superbe sur là-dessus de Trefethen, mais c'est un peu en dehors du sujet. Donc, il y a un mécanisme compliqué, et plus vous attendez longtemps avant de former le trou, plus la nappe est mince, et plus on voit des petites gouttes. Alors, voici une image stupéfiante. C'est une image de Borouiba, mais où elle a étudié l'éclatement de gouttes obtenues à partir de fluides contenant des bactéries. Alors, on peut faire des fluides biologiques, des ersatz de fluides biologiques. Donc, on peut faire des expériences avec des bactéries, mais on ne peut pas faire d'expérience avec du fluide muco-salivaire de patients du Covid parce que c'est trop dangereux. Donc, en ce moment, Borouiba ne peut pas faire d'expérience vraiment sur le Covid, mais enfin, on peut quand même en tirer quelques conclusions. Et la conclusion, c'est que vous avez deux effets. Vous pourriez imaginer que le caractère non newtonien et la présence de ces particules biologiques retardent la rupture, ce qui donnerait des échelles plus fines. Mais vous avez aussi, avoir l'idée que la présence d'impuretés dans la nappe a tendance à accélérer la rupture. Et donc, ça donne, dans un cas, vous auriez des échelles plus fines, vous aurez plus de petites gouttes, dans un autre cas, vous aurez des échelles plus larges, plus grandes. Alors, donc, bon, c'est un peu décourageant, on ne sait pas, mais je suis peut-être excessivement prudent,
il semble quand même que les expériences de Bouriba mènent à la conclusion qu'on a des nappes plus minces au moment de la rupture, et donc on aurait quand même au moins statistiquement plus de petites gouttes. Donc on irait dans le sens de davantage de gouttes nanométriques. Alors, quelles sont les perspectives de nos travaux maintenant? Vous avez la simulation de divers modèles d'éternuement. Et donc, il y aura des expériences aussi correspondant à ces deux configurations que je vous ai montrées, stage 1 et stage 2. Donc, c'est des expériences qui seront faites dans le groupe de Detlef Losse à Enschede. Donc, l'idée, c'est que l'éternuement, c'est des fluides qui sont sur les parois de la bouche, de la trachée. Donc, on simule une conduite avec un liquide à l'intérieur et puis on lance un écoulement à très grande vitesse et puis on recommence la tonisation. On ne va pas faire d'énormes calculs, on va juste vérifier que ce qu'on obtient, ça ressemble aux expériences. L'idée, c'est qu'on on va pas faire des mailles de l'échelle du nanomètre. Hein, ce n'est pas du tout l'idée. On ne va pas demander 1 milliard d'heures après. Ce qu'on va faire, c'est juste vérifier qu'on obtient bien le même genre de calcul, le même genre de simulation. On va aussi simuler des ligaments non newtoniens. Alors ça ne coûte pas cher du tout, en principe, sauf que le non newtonien parfois donne des difficultés numériques. C'est beaucoup plus non linéaire que le newtonien, donc on a peut-être des difficultés là-dessus. Donc ça, on a déjà commencé. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'image à vous montrer. On n'a pas réussi à trouver le phénomène des gouttes, des perles sur les fils. Hein. Et puis, finalement, on a la simulation de la rupture de nappe. Donc, c'est le troisième volet de nos perspectives de notre programme de recherche actuel. On voudrait simuler ce phénomène de drainage des nappes pour essayer de comparer, d'en savoir, en comparant avec les expériences de Bouriba, essayer d'en savoir plus sur la formation des trous. Alors, sur la question 2, donc je vous ai dit que j'y passerai moins de temps, et en effet, c'est quel est l'effet de l'évaporation et de la condensation? C'est en fait une question qui a été très abondamment traitée. Hein. Il y a énormément de gens qui sont intéressés à l'évaporation des gouttes. Donc, c'est surtout faire une comparaison de ce qui est connu avec les conditions d'une goutte mucosalivaire. Alors, le fait que la goutte mucosalivaire ait une viscosité plus grande que l'eau, ça peut apporter des différences qui n'ont peut-être pas été étudiées en détail. Et donc, par exemple, le fait qu'une goutte soit plus visqueuse, elle est moins agitée lors de sa trajectoire dans l'air ou de sa chute, donc elle est moins mélangée. Et ça pourrait provoquer des retards dans certains phénomènes d'évaporation. Donc, en fait, plus une goutte est visqueuse, plus les échanges thermiques et les échanges de vapeur d'eau sont lents. Donc, on pourrait avoir un petit effet dans ce genre-là. On aurait surtout en vue une collaboration. Il y a des gens qui savent calculer la dynamique de dizaines de milliers, voire de millions de gouttes par ce qu'on appelle des méthodes particules lagrangiennes. Donc, ce serait plutôt une collaboration avec ces gens-là. On parlait de Jean de Coria avant le début de l'exposé. Bon, justement, ils ont des modèles de ce type. Donc, ça pourrait être une perspective. Donc, la conclusion, vous voyez, c'est des argumentations assez complexes qui sont basées en grande partie sur des observations expérimentales, mais aussi en partie sur des raisonnements de principe sur ce qui se produit. Donc, par exemple, l'importance du caractère non newtonien pour la détermination de la taille finale des gouttes dans les ligaments. Donc, ce sont ces idées de principe qu'on cherche à développer. En fait, la simulation numérique sert à donner des idées de modélisation. Et enfin, la possibilité, une utilité de ces recherches, c'est de mettre en évidence qu'il y a une fraction très importante de gouttes de faible taille qui sont transportées à grande distance par des mécanismes de bouffée, de dispersion turbulente. Et voilà. Très bien. Merci Stéphane de cette super exposé avec énormément de calculs, de simulations, de modélisation. Donc, on va passer aux questions. Comme d'habitude, je vous demande de lever la main pour essayer d'ordonner le passage de parole. Moi, j'en ai une pour commencer tout de suite.
tu nous as parlé de Navier-Stokes et puis après tu as dit qu'effectivement ça pouvait poser problème parce que c'est des fluides non newtoniens. Donc vous en êtes où à ce niveau-là d'incorporer les effets non newtoniens? Donc la qualité même de la salive et de la partie qui viendrait plus loin de la trachée, les propriétés physiques sont déjà bien déterminées, j'imagine. Oui, il y a déjà des articles expérimentaux sur les propriétés de la salive. Mais dans un premier temps, on serait content de pouvoir faire au moins un calcul non newtonien, enfin un modèle non newtonien. Alors, c'est le modèle Fenné ou le modèle Oldroyd. Et le paramètre essentiel, c'est le nombre de Weissenberg, c'est le rapport entre l'échelle de temps visqueuse et l'échelle de temps élastique. Donc, vous avez un élastique, hein, ça fait un ressort, ça vibre avec une échelle de temps, et puis vous avez un écoulement visqueux, donc ça retarde l'étirement aussi d'une autre façon. Donc, est-ce que le retard de l'étirement vient plus de la force visqueuse ou de la force élastique? Donc, c'est le nombre de Weissenberg. Et donc, il faut traiter des grands nombres de Weissenberg. C'est connu depuis longtemps que les grands nombres de Weissenberg sont difficiles, mais on a quand même un modèle dans notre code, disons, quotidien Basilisk. On a un modèle dit log conforme. Et donc, ce modèle existe et on fait des calculs en ce moment même avec le modèle log conforme. Mais on n'a pas encore d'image. Il y a un problème dans les paramètres utilisés, je crois, qui fait qu'on n'a pas encore d'image. Ok, mais je pense que par rapport aux écoulements classiques, là, il y a quand même un problème plus fondamental qui est celui de la prise en compte de la surface de la tension superficielle. Donc, si au niveau des écoulements de taille importante par rapport à ce dont on parle ici, j'imagine que tout est à peu près bien calé. Est-ce que dans ce cadre-là où les écoulements sont de toutes petites dimensions et où relativement la surface, les effets de tension superficielle sont importants, est-ce que tu penses que les choses sont assez bien calées? Ah, bonne question. Alors, nos écoulements sont effectivement à assez petite taille, donc les effets de tension surface sont grands, mais ils sont aussi assez rapides. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le cauchemar, c'est quand il y a des écoulements avec tension de surface qui sont très lents. Par exemple, quand tu fais rentrer un liquide dans une seringue, mais à la vitesse, tu vois, à 1 mm ou moins par seconde. Mais là, on a des écoulements plus rapides. Donc, on n'est pas dans cette situation cauchemardesque des très petits nombres capillaires. On est dans une situation différente et on ne rencontre pas les énormes difficultés créées par la tension capillaire dans ce cas-là. Ensuite, c'est pas un peu pas trop pour nous vanter, mais quand même avec Basilisk, on a un des meilleurs codes au monde pour les effets capillaires. C'est basé sur les idées de Stéphane Poppinet. Donc, nos codes sont assez robustes pour la représentation des effets capillaires. D'accord, ok. Benoît, tu avais levé la main. Benoît, ma question, c'était justement ça, c'est sur la confiance qu'on peut avoir sur les modèles de tension de surface, donc ces effets capillaires. Mais en fait, tu as répondu à la question. Oui. Ben, je peux élaborer. Hein. S'il y a du virus, par exemple, qui se colle sur la surface, ça va encore modifier les effets de Marangoni. Oui, d'ailleurs, au niveau du transparent 43, je n'ai pas très bien compris. Tu as parlé de deux effets, et soit j'ai relâché mon attention, soit sur le fait, voilà, à ce niveau-là, tu disais que ça pouvait soit retarder la rupture, soit l'accélérer. Donc là, je n'ai pas très bien compris. Alors, tout vient c'est mon idée un peu sur les bulles d'air. Hein. Si vous avez des grosses bulles d'air, en fait, vous savez au départ quelle est la taille des bulles d'air. Mettons que si les bulles d'air font, il y a des cas tout à fait possible d'avoir beaucoup de bulles d'air de 50 microns. Hein. On a des expériences, on sait qu'on a des bulles d'air de 50 microns. Mais si on a une bulle d'air de 50 microns, la nappe ne pourra pas être beaucoup plus mince que 50 microns parce que la nappe va s'étrécir. Hein, elle va rétrécir par élargissement, par élongation. Et quand elle va arriver à la taille de la bulle d'air elle est toujours à 50 microns. Quand un nappe arrive à 50 microns, eh bien, vous allez créer des sous-nappes ici, des toutes petites sous-nappes qui vont casser, facilement, plus ou moins facilement. Mais une fois qu'elles vont atteindre 1 nanomètre, elles vont casser, c'est sûr. Et donc, vous allez créer des ondes de choc d'ailleurs, parce qu'une bulle
une bulle micronique a une pression beaucoup plus élevée que ce qui l'entoure. Et donc, quand elle éclate, ça crée une onde de choc. Et donc, vous allez avoir une rupture violente de la nappe. Donc, la bulle d'air de 50 microns, elle est mortelle pour la nappe. Et une bulle d'air de 10 microns, c'est pareil, la nappe va casser à 10 microns. Et une bulle d'air de 1 micron, la nappe va casser à 1 micron. Donc, plus vous avez de grosses bulles d'air, plus vous avez de bulles d'air, plus vous cassez. Par contre, comme je l'ai dit, même les petits sous-écoulements ici, ils vont être non newtoniens. Donc, ils vont être très résistants. Et donc, le non newtonien va quand même retarder l'éclatement. Il se peut que même il puisse, si vraiment c'est très élastique et très résistant, qu'on va peut-être encapsuler la bulle d'air pendant assez longtemps. Et donc, ça, c'est les deux effets contraires, l'effet non newtonien qui retarde la rupture et l'effet de la bulle d'air qui l'accélère. Et en fait, une partie très intéressante des expériences de Lydia Bourruiba, c'est qu'elle, déjà même avant le Covid, je suis allé la voir en novembre, elle voulait étudier l'effet de la maladie, d'une maladie respiratoire quelconque, une maladie respiratoire donnée, sur la dynamique de ces fluides, sur les propriétés non newtoniennes, les propriétés de surface, les propriétés des nappes, etc. Donc, pour une maladie donnée, ou un état donné de la maladie, une phase donnée de la maladie, vous pouvez avoir des éternuements de qualité différente. Vous pouvez même essayer d'imaginer qu'il y a quelque chose de particulier chez les superpropagateurs qui fait que la rhéologie de leurs écoulements provoque, par exemple, davantage de gouttes d'une taille critique, d'une taille dangereuse. OK. Et est-ce qu'on sait où sont les virus? Ils sont à l'intérieur des gouttelettes ou ils sont à la surface des gouttelettes? Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui savent. Moi, je ne sais pas. Ils sont beaucoup en surface. Comme toutes les grosses molécules, ils vont beaucoup en surface. Quand même. Bruno Després, tu avais une question? Oui, oui. Au début, là, dans les calculs qui étaient présentés ou dans les expériences, on avait l'impression qu'il y avait une hypothèse sous-jacente qui était que des gouttelettes, même les plus fines, celles qui sont projetées à 8 ou 10 mètres, sont susceptibles de transmettre l'infection. C'est sûr, ça, on a des données. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on est sûr d'être infecté si on récupère une seule gouttelette, même à 8-10 mètres? Alors, c'est une hypothèse. Enfin, je ne sais pas. Je pose la question, j'en sais rien. Alors, c'est une question. Il y a deux questions. Il y a la question de ce qui arrive quand la goutte est complètement sèche. Le virus est entouré d'une couche lipidique, une espèce de couche d'huile. Alors, il y a certains qui disent que cette couche le protège, d'autres qui disent qu'elle ne le protège pas. Donc, moi, je ne sais pas. J'essaie de lire un peu de bibliographie. Je ne suis pas arrivé encore à la réponse. Et puis, il y a la question du fait que le virus, avant d'en arriver là, il est entouré d'une quantité d'eau et l'humidité ralentit la propagation du virus. Alors, est-ce que c'est l'eau qui entoure le virus, est-ce qu'elle l'attaque ou pas? On ne sait pas. Et enfin, troisième question, il y a une certaine dose de virus, donc vous avez une goutte de 100 nanomètres, il n'y a qu'un seul virus dedans. Est-ce que c'est suffisant pour vous infecter? Alors, ce que ça peut faire, c'est quand même la goutte très petite de 100 nanomètres ou même la goutte de 1 micron, elle peut descendre assez bas dans vos poumons. Elle veut entrer dans les structures alvéolaires de vos poumons. Alors, et ça peut être des sites d'infection. On le sait, par exemple, la tuberculose, on a regardé des sites d'infection sur des poumons de cochons. On a vu que voilà, l'infection partait de l'alvéole. Alors que la grosse goutte, celle de la goutte de 100 microns, elle va s'arrêter dans votre nez. D'accord, c'est ça. Ouais, donc la question se pose au niveau de la réception et pas de l'émission, comme tu l'as traité, quoi, finalement, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Enfin, quand même, si les gouttes nanométriques sont particulièrement dangereuses, il faut… oui. Ok, merci. D'où l'intérêt de porter du masque pour protéger les autres. Alors, ce qui pourrait être éventuellement intéressant pour les épidémiologistes, c'est si on pouvait dire il y a tant de gouttes de telle taille, on pourrait peut-être corréler la propagation de l'épidémie avec la charge virale. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être faire une déduction sur la charge virale qui est nécessaire pour être infecté à partir d'une proportion de petites gouttes versus grosses gouttes. C'est ça, de calculer une sorte de facteur d'efficacité, quoi, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ok. Ok.
Céline, vraiment, tu avais une Oui, question? oui. Moi, c'était pour compléter. Covid. Oui. Pardon. C'était pour compléter. Je voulais savoir si on avait une idée réelle de justement la charge virale dans les gouttes. Non, non, ça. Parce qu'on parle de petites gouttes ou de grosses gouttes, mais si il y a, c'est la charge virale qui est la quantité de virus dans chacune des gouttes qui est aussi importante à connaître. Je crois que les spécialistes ont une idée, mais dans les publications que j'ai vues, on a juste mesuré s'il y avait du virus ou pas dans les gouttes. Donc, il y a des articles assez diffusés où on utilise un dispositif de capture de gouttes. Donc, les gens respirent ou parlent. Je ne sais plus s'ils parlent ou s'ils respirent sans parler. Et on mesure, on détermine s'il y a du virus ou pas dans les gouttelettes qu'ils émettent. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des gouttelettes sur lesquelles on mesure 0 virus et d'autres sur lesquelles on mesure du virus. Donc, après, c'est la question de la sensibilité du test par amplification PCR. Est-ce que ce test capture tous les virus ou pas? Donc ça serait juste sur des toutes petites gouttelettes de respiration ou de parole. Il y aurait des gouttelettes absolument, oui. chargées en virus. Oui, mais dans l'expérience, ils utilisent un dispositif qui s'appelle le Gesundheit 2. C'est des gens de Hong Kong, je crois. Et c'est Lung et compagnie. Je peux vous passer l'article si vous voulez. Et, moi, je veux bien. Ouais, ils mesurent les gouttelettes dans 3 cas. Donc, dans la grippe, le rhume, le rhinovirus et le Covid. Et en fait, ils mesurent l'efficacité des masques aussi. Ils mesurent aussi, une fois qu'on a mis un masque, est-ce que les gouttelettes qui sortent du masque, parce que là, les gouttelettes, vous imaginez bien que les gouttelettes de 10 microns ou moins, elles sortent très facilement des masques. Donc, les gouttelettes qui sortent des masques contiennent du virus. Mais elles en contiennent moins. Oui, enfin, elles sortent du masque, mais elles ne vont pas à 10 mètres. Hein. Ah non, elles ne vont pas à 10 mètres, mais elles sont quand même capturées par le dispositif. Elles ne vont pas à 10 mètres, elles sortent du masque par en haut et par en bas, mais si elles sont de taille telle qu'elles ne tombent pas au sol, elles sont emportées par la turbulence de l'air autour de vous. Et puis les petites, donc, elles ne vont pas à 10 mètres, j'en sais rien, elles vont à la distance où la turbulence l'emporte. Oui, bien sûr. Non, mais si tu portes un masque, ça arrête quand même le gros flot. Il y a une grosse partie qui est capturée par ton masque. Et évidemment, il va y en avoir qui va sortir, mais elles ne vont pas être expulsées très très loin. Elles vont être transférées par effectivement la turbulence, tous les écoulements qu'il y a autour. Mais je pense que ça renforce quand même l'idée qu'il faut porter un masque pour protéger les autres. Oui. Mais il faut absolument porter un masque, ne serait-ce que parce que si vous éternuez quand vous portez un masque, ça limite quand même beaucoup les dégâts. Et que si vous toussez quand vous portez un masque, ça limite les dégâts. Si vous parlez à voix haute dans votre téléphone, plus vous parlez fort, plus vous en mettez de gouttes. Si vous parlez à voix haute dans votre téléphone dans le métro, ça devrait être interdit de parler au téléphone dans le métro. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Stéphane, tu montrais là des images d'éternuement là où on suit les gouttes. Moi, je me posais une question là quand on essaie de simuler ça en conditions limites. Est-ce qu'on sait la proportion? Tu parlais de l'influence de l'humidité en particulier. Hein. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion de gouttes qui sont arrachées des muqueuses de la bouche, quoi, par rapport à la vapeur d'eau qu'on éjecte? C'est une très bonne question. Non, on ne sait pas du tout. Et pas du tout, ça. nous, on pourrait aider à calculer ça. D'accord. Personne ne s'est posé la question. Par contre, pour que le phénomène de bouffée qui remonte, il faut qu'il y ait beaucoup d'air chaud qui sortent, pas en vapeur d'eau, mais d'air chaud. Et en fait, la vapeur d'eau est plus légère aussi que l'air. Donc, si vous avez une proportion, une saturation importante en vapeur d'eau, vous avez un fluide aussi plus léger. Il y a encore beaucoup de questions. Alors.
Vous avez un fluide sur lequel on condense, parce que c'est une sursaturation extrêmement importante. Merci. Donc moi, je pense sincèrement que les masques ne servent qu'à restreindre la propagation des éternuements. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que le R0 du Covid ne soit pas de 10 au lieu de 2,5 comme on le voit actuellement. Donc, parce qu'avec une contamination par aérosol, vous avez des rapidités de contamination énormes. Il y a des maladies comme la rubéole ou la rougeole qui ont des R0 entre 5 et 10, qui sont des maladies aussi transmises par des virus respiratoires. Donc, la question, c'est plutôt pourquoi le R0 est aussi bas. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qui serait vraiment une hypothèse extrêmement fascinante, c'est que en fait, le R0 soit beaucoup plus élevé, mais qu'on ne l'ait pas remarqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Mais ça, les épidémiologistes vont me taper dessus parce qu'ils vont. Et puis, en même temps, on aurait eu des phases de croissance beaucoup plus rapides des épidémies si c'était le cas. Oui, et puis les tests n'ont pas l'air de montrer que les tests de sérologie n'ont pas l'air de montrer qu'il y a autant de personnes qui ont été exposées au Covid. Oui, mais les tests de sérologie peuvent avoir beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Il y a quand même eu des tests de sérologie en Californie qui ont montré des prévalences très très élevées et qui ont été critiquées à cause de leur taux de faux positifs. Mais il faut voir que si vous avez un test sérologique qui vous donne une prévalence de 20%, même s'il a un taux de faux positifs de 10%, la prévalence reste de l'ordre de 10%. C'est l'analyse bayésienne, qui est extrêmement difficile à comprendre pour tout le monde, y compris pour les physiciens et les mathématiciens. Elle vous montre que peu importe le taux de faux positif, si vous avez des prévalences énormes, c'est qu'il y a des prévalences énormes. Donc il y a quand même... et vous pouvez avoir des faux négatifs très facilement, parce que si le taux d'anticorps est faible, vous ne les voyez pas. Vous pouvez avoir des gens qui ne fabriquent pas d'anticorps, mais qui sont asymptomatiques juste parce que leur système immunitaire ne déclenche pas les inflammations gigantesques. Donc, vous pouvez ne pas être immunisé, mais quand même ne pas être malade. Ce qui fait que la deuxième fois que le virus vous affecte, vous ne serez pas malade de nouveau. À moins qu'il y ait ça sera vraiment le cauchemar et que si vous êtes infecté souvent ou avec des grosses doses, vous tombez plus malade que vous êtes infecté avec des petites doses. Ça, c'est aussi possible. Enfin, une autre raison pour laquelle le R0 n'est peut-être pas aussi grand que ça, c'est qu'il n'y a pas autant de virus que ça dans les toutes petites particules. Pour le moment, on a vu avec les expériences que tu as montrées que ces microparticules partent très loin. Peut-être qu'à cette taille-là, il n'y a pas de virus dedans. Oui. Peut-être qu'il ne résiste pas. Donc, il y a encore pas mal de choses à comprendre. Sans doute. Zacharia, tu as une question? Il faut mettre le micro. Il y a aussi Céline Gramont, vous avez la main ouverte. Céline a déjà posé sa question. Oui, bonjour. J'ai une petite question, remarque peut-être en relation avec ce qui vient d'être discuté. C'est que les simulations sont toujours faites à partir d'une position de la bouche qui est horizontale et je voulais savoir quelle était la sensibilité des résultats si on variait l'angle de la bouche, ce qui arrive souvent en fait. En réalité, on ne tousse pas ou on n'éternue pas comme ça en face. Donc on a toujours tendance soit à baisser la tête, soit à monter la tête. Est-ce que la répartition dans ce cas des bulles et le métrage qui est donné est stable par rapport à cet angle-là ou pas? Je crois que oui. Alors, attends, je vais essayer de trouver... non, ça va me prendre du temps. Mais en gros, si vous allez regarder les articles de Lydia Bourouiba, elle a fait des expériences avec un certain angle, mais elle a un modèle qui montre bien la trajectoire, la correction de trajectoire par rapport à l'angle. Un modèle qui montre la trajectoire de la bouffée. Donc, ça part vers le bas et ça remonte. Donc, il n'y a aucune raison de penser que le modèle serait différent selon le départ initial. Donc, le modèle doit pouvoir
déterminer l'influence de l'angle initial assez facilement. C'est un modèle d'équation différentielle très facile à analyser. D'accord, merci. D'autres questions? C'est publié depuis 2018. Hein, D'accord. D'autres questions? Alors moi, j'en ai une petite dernière. J'ai trouvé très intéressant aussi l'aspect, quand tu as parlé de l'évaporation éventuellement et de la taille des différentes particules en fonction de l'humidité, en fonction de la chaleur, hein, ce qui a une relation éventuellement avec la saisonnalité des épidémies, problème que Vincent Maréchal nous avait posé lors d'un précédent exposé et qui permettrait de donner un élément dans cette direction-là. Donc, la saisonnalité peut avoir une importance non seulement sur la vie du virus lui-même, sa résistance par rapport à la chaleur, mais ces particules éjectées pouvant être un vecteur qui augmente, enfin qui est lié au R0, le fait qu'il y ait une évaporation plus ou moins grande, un grossissement des particules en cas d'humidité, une évaporation dans l'autre cas, peut être un élément qui joue sur la saisonnalité. C'est intéressant. Oui, même vous avez aussi évaporation plus ou moins rapide des gouttes qui tombent sur les surfaces. Vous avez plusieurs mécanismes auxquels il faut penser. Oui, exactement. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Une petite question, oui. Oui. Olivier, la fumée de cigarette, c'est un système de visualisation que tout le monde peut expérimenter. Dans quelle mesure est-ce que ça donne une représentation, disons, fiable de ce qui se passe? C'est une très bonne mesure parce que ce sont des particules extrêmement fines, ce sont ce qu'on appelle les traceurs passifs. Donc, la seule chose, c'est que l'exhalation de la cigarette est très chaude. Hein, donc, il y a l'effet de convection naturelle ne serait plus fort. Mais l'air que tu expires de tes poumons est chaud aussi. Donc, moi, je ne suis pas fumeur, donc je ne peux pas vous dire si la bouffée de fumée de cigarette est plus chaude qu'une bouffée ordinaire. Benoît, tu avais une question? Par contre, on considérait que ça remonte. Oui, c'était pour suivre ta remarque sur le virus. Il y avait aussi la remarque de Vincent Maréchal que le fait que l'air froid puisse rigidifier la coque du virus, qui est aussi un effet mécanique. Est-ce que ça, c'est étudié? Non, la première nouvelle. Alors, la première fois que j'entends cette idée, non, c'est pas. Mais non, c'est fascinant, oui, bien sûr, il faudrait y réfléchir. Hein. Ouais. Oui, il y a toute la dynamique de cette enveloppe lipidique. Donc, on pense par exemple que cette enveloppe lipidique, lorsqu'elle impacte des substances poreuses comme le carton, elle est absorbée par capillarité. Donc, là, il y a de la dynamique de ligne de contact. Elle est absorbée par capillarité par le milieu poreux et donc ça détruit le virus, ce qui expliquerait que le virus vit moins longtemps sur le carton que sur les surfaces polies, les surfaces lisses. Mais j'ai vu ça dans les journaux, j'ai vu qu'une publication scientifique sérieuse là-dessus. Oui, alors après, oui, si ça se rigidifie, ça le protégerait parce que s'il est rigidifié, il ne va pas être absorbé par le carton. Oui, c'est ça l'idée. Oui. Après, il y a aussi, il faudrait aller voir les chimistes parce que est-ce que l'eau plus ou moins acide, attaque le virus, l'eau de pluie plus ou moins acide? Pourquoi est-ce que dans les zones polluées, est-ce que les gens sont plus malades? Est-ce que c'est peut-être sans rapport avec la dynamique du virus? Dans les zones polluées, vous pouvez aussi avoir plus de gouttelettes qui sont nucléées sur des poussières. Donc, on sait qu'il y a des types de fumée aussi qui détruisent la capsule du virus. Oui, même certains métaux, a priori, il y a des études là-dessus sur les propriétés de certains métaux. L'or et le cuivre ont l'air d'être assez néfastes pour l'enveloppe du virus. Oui. Donc
Donc les métaux, mais aussi les fumées. Donc peut-être la fumée de cigarette te protège parce qu'elle détruit le virus. Ok, merci. Très bien. Donc, encore plein de champs d'études et ce qu'on peut espérer cette fois-ci, c'est que l'épidémie va rapidement s'arrêter, mais que par contre, les études vont pouvoir continuer à être financées pour pas qu'on se retrouve dans le même état de problèmes ouverts lorsque la prochaine épidémie arrivera. Si pas d'autres questions, eh bien, on va arrêter pour cette séance. Merci encore, Stéphane, pour cet exposé. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain exposé de Tahar Boulmezaoud qui aura lieu jeudi après-midi. Merci Yvon pour l'invitation. Je t'en prie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.